Maxime, bonjour. Bonjour. On discute donc dans le cadre d'une série d'entretiens qui vise à la fois pour les élèves à découvrir un certain nombre de métiers, puis à se renseigner sur des questions d'actualité. Tu es informaticien. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux commencer par évoquer un peu ton parcours et ce qui t'a amené au métier d'informaticien? Oui, donc j'ai fait une terminale S, et tout mon lycée au Crestière. J'ai eu mon bac en 2012, et ensuite donc fac d'informatique à Brest, donc en licence, et j'ai terminé jusqu'au master que j'ai fait à Rennes cette fois. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça. Déjà, comment tu as découvert l'informatique avant? Parce que si tu as choisi ça comme domaine d'études, c'est que tu l'avais découvert un petit peu avant. Est-ce que tu codais déjà? Oh ouais, bah moi j'ai toujours été un peu geek, hein, donc j'ai commencé à coder en troisième, vite fait, je m'y suis initié en troisième, mais après j'ai pas trop pratiqué pendant le lycée, j'ai tout redécouvert après en licence quand même. Et à l'époque, oui, il y avait pas de cours d'informatique ou quoi que ce soit au collège ou au lycée. Non, il y en a maintenant? Il y en a, ça existe ouais, sous forme de Ok, ouais. Ah spécialité. si, au lycée, on avait fait vite fait en terminale, il me semble, en maths. Ouais, bah là, il y en a intégré en maths et il y a aussi des spécialités organisées vraiment là-dessus. Ouais, ouais. Donc ça s'est développé, ça s'est pas mal développé depuis. Et donc tu choisis ça comme domaine, tu vas à l'université. Comment ça se passe en licence? C'est comme en. Parce que moi, je connais bien la fac de lettres, c'est des TD, des cours magistraux. Comment ça se passe? Il y a quelques souvenirs qui reviennent. Ouais. En licence, bah c'est à peu près la période où on s'est connus, hein. Bon, bah ça se passe bien, mais ça s'est mieux passé quand c'est moins vu, on va dire, à Rennes. Non, non, mais sinon, la façon dont ça se passe, donc en première année, c'est une année qui est jointe avec informatique, mathématiques et physique. Donc ça permet, pour les indécis comme moi, d'ailleurs, j'étais pas certain de ce que je voulais faire, mais je savais que c'était dans ce domaine-là. J'avais toujours eu des facilités en maths. Donc je me laissais le choix entre maths et informatique. Et au final, j'ai choisi informatique, on va dire, pour deux raisons. Par fainéantise, d'une, parce que les maths, ça devient compliqué en fac. Ça devient ça prend vraiment un bon niveau, alors que informatique, bon, c'est des multiplications, des additions, une fois que tu as compris ça. Et à la fin, tu te dis que tu es quand même payé plus ou moins pareil, hein, voire mieux en informatique. Donc, Ouais, donc plutôt un choix pragmatique, on va dire. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui font physique et mathématiques qui, de toute façon, dans leur carrière, finissent par faire de l'informatique. Donc, c'est, quoi qu'on choisisse, la porte n'est pas close dans les deux autres domaines. Par contre, informatique, maths, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. De passer d'informatique à maths que de maths à info, quoi. Ouais. Et donc, ouais, dans ton emploi du temps, tu avais de la physique comme en termes S, quoi, comme en fac de physique, des maths et de l'info, quoi. Oui, Pratique. voilà. Il n'y avait plus que ça, il faut. Ok. Et donc, c'est à partir de quoi? De la deuxième année que tu fais que de l'info? Ouais, c'est ça. Deuxième année, il y a encore un peu de maths, mais c'est des maths appliquées à l'informatique, donc je pense que ça reste très différent de ce qu'on voit en temps normal. Donc c'est surtout des maths avec des matrices, mais à part ça, il y a plus rien d'autre, hein. Et il y a de l'anglais. Ça, par contre, de l'anglais, il y en aura jusqu'à la fin. Il vaut mieux être bon, on veut dire, dans ce domaine en anglais. D'accord, ouais, parce que c'est la langue avec laquelle tu codes, forcément. Oui, et tous les documents, tous les machins sont produits en anglais, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que le français, c'est une langue qu'on peut adapter, mais je veux dire, ça complique vraiment tout. Mm. C'est pas plus mal que l'anglais soit une lingua franca sur ce coup-là.
D'accord. Et donc, je suppose que tu as t'as des cours théoriques du style cours magistraux et puis de la pratique après en salle info. C'est ça, ouais, ça change pas vraiment du lycée pour le coup, hein, ça ressemble vraiment aux cours ouais, de physique, quoi, où tu de la théorie, de la pratique, surtout en fac, surtout au début, c'est beaucoup de théorie, enfin c'est pas mal de théorie. Chose que t'as pas par contre, à ma connaissance, t'en as beaucoup moins en école d'ingé. D'accord. Qu'elle soit spécialisée ou généraliste, ils voient beaucoup plus, ils voient les choses beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins en profondeur. Par contre, ils font beaucoup plus de pratique. Ok. Tac. Et ouais, donc tu fais ta licence d'info. Quel langage parce qu'il y a plusieurs langages de codage, il y a des choses qui sont plus spécifiques que tu étudies en licence? Alors ça dépend des facs, je pense. Ouais. Ça dépend des facs. Clairement, Brest, c'est une très bonne fac pour apprendre, bien meilleure que Rennes, pour avoir pu comparer les deux. Les gens qui sont à Brest en troisième année, ils sont bien meilleurs que les gens qui sortent de master à Rennes. Ah Et ouais, c'est pas mal. ouais, vraiment. Et je pense que c'est justement du choix de Brest d'avoir choisi l'OC comme langage. C'est-à-dire c'est un langage, une fois que tu l'as appris, tu peux apprendre tous les autres. D'accord. Et en même temps, tu comprends comment la machine marche. Parce que Brest, faut voir ils travaillent beaucoup avec l'armée et les boîtes qui travaillent avec l'armée. Du coup, en gros, c'est beaucoup d'embarqués, c'est beaucoup de code très bas, ce qui s'appelle bas niveau, c'est-à-dire où on n'est pas très loin des puces électroniques qui vont faire fonctionner le logiciel. D'accord. Ouais. Donc Donc à c'est partir de là, t'apprends facilement les autres langages, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc après, ouais, le master, tu le fais à Rennes. Oui. Et qu'est-ce que enfin, là, tu précises un domaine d'activité déjà ou comment ça se passe ça? Bah, de toute façon, je suis pas resté longtemps en cours à Rennes puisque la deuxième année, j'ai fait en alternance. Donc, Hmm. j'étais quasiment que en entreprise. Et oui, sinon, on te dirige vers un métier, mais là, en ce qui me concerne, c'était génie logiciel. Il y a la même chose, il y a la même chose à Brest. Mais bon, la différence entre les deux, c'est que génie logiciel de Brest, voilà, bon, les gens, ils vont tous à Thalès, quoi. Ouais. Mais par contre, à Rennes, le problème, c'est qu'ils forment beaucoup à tout l'écosystème rennais, qui, là, c'est beaucoup plus des sociétés de services. Donc, c'est d'une, beaucoup moins drôle et deux, beaucoup moins exigeant. En termes de travail qu'on demande, quoi, par rapport à l'armée, à Brest. Oui, voilà, de qualité de rendu. Je pense clairement, on apprend plus à rester à Brest qu'à Calais, Rennes. quoi. Hmm. Ouais, faut comparer les deux. Ouais. Et donc, c'est avec ces stages-là en master que tu découvres le domaine qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Alors voilà, moi j'ai échappé au SS2I pour aller dans un autre enfer que sont les startups françaises. Mais bon, pour le coup, là c'était très intéressant, très intéressant. Donc effectivement, une startup qui utilisait Bitcoin à des usages détournés. On pourra reparler de comment il faisait une fois qu'on aura expliqué un peu ce que c'est. Mais du coup, voilà, moi je connaissais pas, je m'étais intéressé vite fait en 2014 de mémoire, 2013-2014. Puis voilà, bon, Et j'arrive. t'as vraiment découvert le truc en stage, quoi. Hein? Tu as vraiment découvert ce que c'était véritablement en stage, quoi. Oui, oui, bah c'est ça. Bon, moi, j'avais vu ça. Bon, j'étais étudiant. Ah ouais, bon, une arnaque sur Internet, c'est super. Allez, on passe. Ouais, ouais, je vois. Ok, très bien. Bah écoute, on va pouvoir rentrer dans le dur. Merci pour la présentation. Donc le sujet, c'est les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier.
Donc on va faire ça en deux temps, un aspect plutôt technique, informatique, où là on va faire appel à ton expertise, et puis un aspect à la fois économique et géopolitique, des questions plus globales. Alors la première chose, j'avais appris donc que crypto, c'était le fait de se cacher. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie en fin de compte? Alors, c'est pas tant. Alors, on va commencer dans l'autre sens. Crypto-monnaie, donc ce qu'on entend normalement par crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique où il n'y a pas besoin de tiers de confiance pour s'échanger de la valeur, pour s'échanger des unités sur cette crypto-monnaie, sur cette monnaie. Donc, à la différence par exemple de l'euro, qui est une monnaie électronique en partie, c'est aussi des billets de banque, mais 99% des euros, c'est des écritures sur des ordinateurs, des ordinateurs qui sont contrôlés par des banques, que ce soit des banques commerciales ou des banques d'État, des banques centrales. La monnaie est représentée et gérée par des institutions de confiance qui l'ont fait traiter les transactions. Dans le cas du Bitcoin, c'est différent. Ça repose sur de la cryptographie, d'où le crypto. Alors, par contre, c'est pas crypto dans le sens de caché. C'est crypto parce que ça utilise des signatures électroniques, donc ce qui s'appelle des signatures électroniques. Donc c'est un domaine de la cryptographie, mais pour le coup, ça ne sert pas à cacher de l'information. Ça cherche à certifier de l'information. D'accord. Parce que la cryptographie, c'est tout ce qui est langage codé finalement. Comment on pourrait définir ça? Pour le coup, là, c'est utiliser des opérations mathématiques pour, dans notre cas, certifier de l'information. On reviendra sur ce que j'entends par là. Ou pour la cacher, effectivement, pour la rendre illisible. Alors comment on certifie de l'information? C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'émets un message et je veux que l'on sache, que l'on soit sûr que ce soit moi qui émets un message, que ce soit bien moi qui l'émette, on va jouer avec des secrets. Un secret que je suis le seul à posséder et qui va venir, on va dire, éditer le message, le contenu du message. Et le résultat de cette édition montre que c'est bien moi qui ai fait ça. Et tout le monde est sûr que c'est moi et pas quelqu'un d'autre parce que je suis le seul à détenir le secret qui permet de l'éditer et d'éditer le message de cette façon seulement. D'accord, donc dans le message, tu vas en quelque sorte, en tête du message, tu joins une preuve intangible que c'est toi qui a émis le message, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle une signature électronique. Donc c'est quelque chose d'assez obscur, hein, même pour des informaticiens. La plupart des gens ne touchent pas à ces aspects-là des choses. Par exemple, on en parlait la dernière fois, le HTTPS, le petit cadenas que tu as sur les sites, c'est exactement ça qui se passe. C'est l'ordinateur qui fournit les données de la page, donc qui sert le site. Il va en même temps signer sa réponse. Et le navigateur, lui, il va vérifier la signature, et puis si elle est correcte, il va mettre un petit cadenas vert. Il va voir que le site qui a émis la page est bien celui qui est détenteur du nom de domaine. Que, comme ça, il n'y a pas moyen de vous piquer des données, qu'il n'y a eu personne entre les deux. Quoi. Ouais. Je crois que Snowden raconte ça dans ses mémoires, qu'après ces révélations, justement, il y a eu pas mal de passages de l'HTTP à l'HTTPS. Lui, il voyait ça plutôt comme quelque chose de positif parce que ça sécurise les données, quoi. Oui et non. Enfin, oui. Mais par contre, ça donne un quasi-monopole. On pourra peut-être en reparler dans la troisième partie, mais ça donne de fait un quasi-monopole à la NSA en termes de renseignement. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est peut-être pas le bon plan. Ouais.
Effectivement. Alors là, on arrive, donc on parlait là de vérifier, enfin de mettre une signature qui authentifie le message. Donc on arrive à la notion qui est un petit peu connue, j'allais dire, des profanes, des moldus, comme tu dis, qui est la notion de blockchain. Et donc là, je crois qu'il y a quelques petits mots de vocabulaire à définir sur blockchain, hash. Oui, bah, blockchain, c'est comme crypto-monnaie, hein, c'est très vague. Il faut savoir que crypto-monnaie, dans le sens où on se dit que c'est quelque chose de décentralisé, qui repose sur la cryptographie, 99% des crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies. Dans la plupart des cas, c'est un shitcoin qui est détenu, enfin que 3 personnes font tourner et puis ça s'arrête là, quoi. D'accord. Donc la décentralisation, quand tu n'as que 3 personnes à le faire, ça vaut rien. Blockchain, c'est pareil. Une blockchain, finalement, ça existe depuis super longtemps, hein. C'est une structure de données qui va permettre d'empiler des informations et de faire en sorte que les informations qui sont sous un certain nombre qui sont les plus en dessous des piles soient difficiles à changer. C'est-à-dire que, par exemple, bon, c'est assez dur à illustrer, à imager comme ça. C'est comme si tu avais un cahier, que sur chaque page, tout ce que tu écrivais à la fin, tu avais un système de verrou qui fait que tu ne peux plus écrire sur la page, et que ce que tu as écrit te donne donc ce qui s'appelle, là aussi c'est de la cryptographie, ça te donne une empreinte, un hash, donc qui est fonction de ce que tu as écrit. Ok. D'accord, ouais. Tu écris quelque chose, tu vas faire des opérations mathématiques avec, et ça va te donner, en gros, ça te donne un très grand nombre, mais genre très très grand, et tu peux pas revenir du nombre vers le contenu, c'est que du contenu vers le nombre. C'est important aussi de retenir que le hash, c'est une opération à sens unique. Il y a de la perte de données et tout, donc bah, c'est comme un steak haché, hein. Une fois qu'il est haché, non mais c'est en plus. C'est une fois que c'est haché, tu peux plus revenir au steak, quoi. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle hash, c'est globalement la série enfin le chiffre très long qui fait que tu verrouilles les données, quoi. C'est un identifiant qui est fonction de la donnée. D'accord. Et donc, c'est intéressant de voir ce que c'est qu'un hash, parce qu'une fois que tu as écrit ta page sur ton cahier, que tu as écrit le hash, tu prends la page suivante et tu écris des trucs, et surtout tu écris en premier, la première chose que tu écris, c'est le hash de la page d'avant. D'accord. Ce qui fait que si tu essaies de remplacer la page dans ton cahier, la page précédente, et que tu essayes d'écrire autre chose, le hash va changer, puisque c'est fonction de ce qui est écrit. Et quand tu vas regarder du coup la page d'après, tu vas voir, bah non, en fait, ça marche pas. Le hash qu'il y a là, c'est pas celui de la page d'avant. Et du coup, voilà, c'est une façon de chaîner. Donc c'est pour ça blockchain, parce que c'est des blocs de données chaînés. Chaînés dans le sens, alors en informatique, tu as la liste chaînée qui est un modèle de données qui est très connu. Là, c'est d'une liste chaînée, c'est une liste chaînée, mais non pas enfin, chaînée par des haches. D'accord, ouais. Et voilà pourquoi blockchain. Blockchain, c'est juste ça. Donc c'est pour ça que quand les gens parlent de blockchain, ça veut rien dire, en fait. Parce que là, la plupart du temps, tu peux faire quelque chose de très simple juste avec ça. Donc après, ouais, on passait comment dire, tout simplement au Bitcoin, à l'historique du Bitcoin. Oui, donc ce que je disais, tu pourras reprendre là. Ce que je disais, c'est que le blockchain, du coup, donc ça désigne que la structure de données. Par contre, le fait que ça soit décentralisé, voilà, c'est en option, mais pour autant, c'est un peu l'essentiel c'est une des propriétés qui est essentielle dans ce nouveau type de programme. Décentralisé,
et surtout qu'il y ait une difficulté à produire l'information. Ça, c'est surtout le cas pour Bitcoin et pour les dérivés immédiats de Bitcoin. Mais il y a pas mal de propriétés. Le fait qu'elle soit publique aussi, pour celle de Bitcoin, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est le seul truc qui rend la chose intéressante. C'est vraiment que tout le monde puisse entrer, sortir et voir l'état de toutes les données, parce que tu as pas mal de boîtes, IBM pour pas le citer, qui te vendent du blockchain privé, mais ça c'est la merde. Enfin, c'est comme vendre une base de données, quoi. C'est la même chose. Ça revient exactement à vendre une base de données. Donc, il y a beaucoup de hype autour de ça parce que personne comprend ça et du coup, tu as les commerciaux qui se ruent dessus comme des gogoles sans rien comprendre. Et puis, du coup, il y a plein de gens qui perdent des fortunes. Et puis, c'est tant mieux pour eux. Enfin, tant mieux pour moi. Ils avaient qu'à être au courant. Moi, j'aime pas les moldus. Hein. Alors, moldu, on rappelle que dans ton langage, c'est quelqu'un qui n'est pas initié aux arcanes de l'informatique. Qui n'est pas magicien. Qui n'est pas magicien. Ok, donc on voit bien comment ça fonctionne. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un caractère infalsifiable, public, décentralisé dans le système. Et donc, alors là, on arrive au nœud central, le Bitcoin en soi. Alors, on en entend parler assez fréquemment. C'est quoi le Bitcoin ? Alors, le Bitcoin, on a déjà parlé, hein, c'est quelque chose qui est très difficile à définir parce que ça revêt en plus de multiples facettes. Donc Bitcoin, c'est un programme qui permet d'échanger de la valeur en pair à pair, c'est-à-dire de personne à personne, et qui veut se passer justement d'intermédiaires de confiance. Donc en l'occurrence, les banques centrales, quoi. Ouais, là, plus personne, c'est vraiment, en fait, voilà, l'objet du papier qui décrivait Bitcoin avant que Bitcoin que le programme ne soit écrit. Il a été décrit sur un papier d'une dizaine de pages qui donnait les grands principes. Et le titre, c'était Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc, c'est un système de cash électronique en pair à pair, donc de personne à personne. Donc, vraiment le rêve des gens qui étaient au tout début derrière, qui étaient quand même assez libertariens, c'était de se passer et de l'État, et des banques, et des institutions pour pouvoir échanger de la valeur, chose c'est un peu la brique manquante d'Internet. Bon, les gens qui ont 17 ans maintenant, ils se rendent peut-être pas compte parce qu'ils ont un Internet de bonne qualité et tout. Encore qu'à Saint-Paul, ça passe peut-être. L'Internet est très bon. Mais je sais pas si tu te souviens, nous quand on avait leur âge, à 15 ans, moi je me souviens, Internet, c'était vraiment encore un peu le Far West. Enfin, c'est toujours, hein, mais J'avais pas Internet à 15 ans. On s'en rend moins compte maintenant. C'était non seulement c'était un Far West total, et il n'y avait pas, voilà, il y a pas de HTTPS, il n'y avait pas d'autorité pour dire qui fait quoi, qui. C'était beaucoup plus libre. Et il y avait une mouvance qui est en train, je pense, un peu de s'éteindre malheureusement, qui était justement des gens qui étaient pour une liberté totale et sans aucune restriction sur Internet. Et pour ce faire, un des prérequis, c'est aussi un anonymat total garanti. Voilà, et donc ces gens-là, donc qui sont appelés, qu'on peut appeler des cypherpunks, donc des gens qui sont donc si cypher, même chose que crypto, donc des gens qui veulent une liberté totale et être invisible aux yeux de qui n'a pas à regarder. En gros, que Internet fonctionne sans que personne ne puisse voir qui fait quoi. D'accord. Et donc, ouais, il y a ce même esprit-là derrière Bitcoin. Ça apparaît à quel moment le Bitcoin? C'est un truc ça apparaît en 2008, donc en plein dans cette période.
Et ça a à voir, d'après toi, avec, enfin, je suppose, hein, avec la crise de confiance entraînée par la crise financière de 2008. Non, je pense pas. Enfin, c'est sorti en même temps. Je pense que ça a peut-être un peu pressé là où les personnes qui ont écrit les premiers bouts de Bitcoin à le sortir, mais c'est le résultat de 20 ans de recherche, ou voire plus, en cryptographie, en réseau. Et c'est vraiment un truc à l'état de l'art. D'accord. Ouais, donc la crise de 2008, la crise financière a pas suscité le Bitcoin qui était déjà en gestation depuis longtemps, mais par contre, Ouais, ça a ça a peut-être souligné motivé. son importance. Comment? Ça a souligné son importance finalement. Oui, et puis ça a peut-être motivé, Satoshi Nakamoto à sortir quelque chose à ce moment-là. Satoshi Nakamoto, c'est le supposé père Le- du Bitcoin, plus ou moins. voilà, bah c'est pas le supposé, mais c'est le pseudonyme qui est utilisé, la personne ou le groupe de personnes qui a écrit Bitcoin, D'accord. et dont on ne connaît toujours pas l'identité. Et ça c'est intéressant aussi, qu'il soit resté anonyme, Mm. parce que bon, faut savoir que l'équipe, alors je crois que je sais plus si c'était une boîte ou quoi, mais il y avait une personne qui avait fait un prototype comme ça de monnaie électronique pour Internet. Il y en a pas mal qui ont fini en prison, hein, parce que c'est illégal de la monnaie aux États-Unis. Oui, bah, on connaît historiquement le châtiment des faux monnayeurs. Non, mais Créé là, de c'est même pas de la fausse monnaie, c'est une nouvelle vraie monnaie fiduciaire. Ouais, mais qui était pas, enfin, en tout cas au début, qui n'était pas admise par l'État. Bah, Donc, théoriquement, c'était toujours interdit. Maintenant, je sais pas trop. Je sais pas trop. Enfin, le légal dans cette histoire, c'est assez compliqué, je ouais, pense. c'est flou. Mais c'est vrai que, bah oui, si C'est le assez simple parce qu'en fait, Bitcoin n'est pas reconnu comme une monnaie dans beaucoup de pays. Donc principe- c'est pas une monnaie, c'est un actif. ouais. Après, ça dépend. Je crois qu'en Suisse et en Israël, c'est reconnu comme des monnaies maintenant. Je crois qu'il y a des États, enfin, c'est toi qui m'en avais informé, il y a un État, je sais pas si c'est pas Le le Japon, plus. c'est sûr. Le Japon, C'est c'est sûr que le Japon, je crois qu'il considère que Bitcoin est une monnaie. Il y a un Euh, État aux États-Unis qui avait accepté ça pour ah oui, paiement des pour le impôts. paiement de ses impôts, oui. Et il y a un canton de Suisse aussi. Mais je ne sais Ouais, plus. donc ça commence à évoluer. Ouais. Mais effectivement, si l'objectif c'est de passer des, parce qu'en gros, par rapport à l'aspect, on va dire, se passer des intermédiaires et de ce qu'on appelle les tiers de confiance, c'est que si moi, par exemple, dans un système normal, je veux te faire un virement, j'adresse un ordre à ma banque qui exécute, donc ça fait un premier intermédiaire, qui envoie de l'argent à ta banque, qui l'envoie ensuite qui te l'adresse à toi. Donc il y a deux intermédiaires, on passe par les banques sous contrôle de l'État finalement. Oui, et Et, puis, et qui prélève une taxe en plus. ouais. Dès que tu retires de l'argent, alors certaines personnes, pas tout le monde, mais pour certaines personnes, tu as un retrait, ils prennent 1 euro par retrait ou des trucs comme ça, bon, pour disposer de ton argent, quoi. Mmh. Et ouais, donc le système Bitcoin permet de se passer des intermédiaires et les gens s'échangent directement de la valeur entre eux, quoi, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est refaire en fait ce qui est en train. Il y a aussi, il y a plein de raisons qui peuvent motiver. Disons que c'est plein de choses qui se recoupent, qui peuvent motiver les gens à développer Bitcoin. C'est-à-dire, on voit aussi que le cash est en train de disparaître complètement de notre économie. Et il y a des gens, ils se disent, bon, ok, c'est normal, c'est beaucoup plus pratique de ne pas se trimballer avec son liquide et tout, mais du coup, on est complètement à la merci de banques, de machin, et même pour être payé, tu vois. Pour être payé, quand tu n'as pas d'argent, si moi je veux te payer, oui, je suis obligé de passer par une banque. Mmh, ouais, Parce que là, on est, voilà, t'es à Saint-Paul, là, je suis à Rennes, ouais, ou alors je t'envoie une enveloppe avec des billets, quoi, mais ouais, bah, oui, ouais, c'est enfin, déconseillé, quoi. c'est pas conseillé, ouais, effectivement. Alors, quand on a préparé un petit peu comment dire,
l'entretien, tu me parlais de la. Donc il y a des gens qui animent, qui font partie quelque part d'une communauté Bitcoin, et tu disais qu'ils avaient une politique de développement conservatrice. Oui, faut voir que bon, c'est là où c'est compliqué surtout de l'expliquer C'est-à-dire que Bitcoin, en plus d'être bon, déjà il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que Bitcoin, ça a le malheur de désigner deux choses, une unité de compte et le réseau qui la supporte. C'est-à-dire qu'on Par exemple, pour les euros, l'unité de compte, c'est l'euro. Par contre, le réseau qu'il y a derrière, ce sont les banques, c'est le système SWIFT, c'est les trucs comme ça pour Bitcoin. On utilise en fait par convention, mais alors là, à l'oral, ça va pas être simple. Pour parler de l'unité de compte, un petit b, et pour parler du réseau, un grand B. D'accord. Et donc, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une unité de compte qui s'échange sur le réseau Bitcoin, pour l'instant. On reviendra sur les évolutions qu'il y aura possiblement dans quelques années, enfin qui sont en cours, mais qui sont pas très connus encore. Donc Bitcoin, c'est avant tout, c'est ça, c'est un réseau en pair à pair, donc faut voir ça comme un maillage, un filet de gens, d'ordinateurs qui supportent l'échange de l'unité de compte. La politique de développement conservatrice. Merci. Et donc, le fait que ça soit un réseau, alors au sens virtuel du terme, il n'y a pas de câble pour Bitcoin. Plus exactement, c'est un protocole. Internet aussi est un protocole d'ailleurs. Mais un protocole au-dessus d'Internet, donc Internet c'est le nom barbare d'Internet, c'est TCP/IP. Et là, Bitcoin, le protocole Bitcoin repose sur TCP/IP, donc TCP/IP qui permet d'échanger des informations et de les router. Donc tu vas taper le nom d'un site, alors ça c'est un autre protocole. Quand tu tapes le nom d'un site, c'est le protocole DNS, donc Domain Name Server, qui va chercher l'IP du site, Ouais. et qui, là après, protocole IP, ton navigateur il va demander à l'IP du site les données qu'il lui faut. Et donc Bitcoin, par-dessus donc, le protocole d'Internet, lui met en place des mécanismes pour échanger de la valeur. D'accord. Ouais. Et pourquoi donc la politique de développement de Bitcoin elle est conservatrice? Pour les mêmes raisons que la politique de développement d'Internet elle est ultra conservatrice, elle n'a pas bougé depuis 40 ans, parce que c'est impossible de changer un protocole qui est largement utilisé. Alors il y a des changements encore sur les couches au-dessus d'Internet. Personne ne le sait, mais on est passé très discrètement, on est en train de passer à HTTP2. Mais Bitcoin, là, pour le coup, ça ne change pas très vite. Enfin, et encore que ça n'a que 10 ans. Donc, sur 10 ans, ça change. Il y a quand même des modifications qui sont apportées de temps en temps. Mais le consensus, lui, ne change pas. La dernière fois qu'il a changé, c'était il y a 2 ans. Et ça ne change pas parce qu'il faut que tous les acteurs du réseau changent en même temps. Sinon, ils ne sont pas d'accord. C'est vrai que j'aborde le mot pour la première fois. Consensus. Pourquoi je parle de consensus? Parce que sur les blocs, il faut que le contenu des blocs, il faut que tout le monde soit d'accord dessus pour que ça marche. Il faut que tous les acteurs du réseau, donc tous les ordinateurs qui supportent le réseau Bitcoin, soient d'accord sur l'état des données. Donc finalement, une blockchain, c'est ça, c'est une énorme base de données partagée. Il faut que tout le monde ait les mêmes données en même temps et soit d'accord dessus. Et donc, si tu changes les règles de consensus, il faut vraiment que tout le monde soit prêt à les encaisser parce que sinon ça marche pas. Sinon, ça casse tout et c'est pas bien. D'accord. Et alors, tu disais tout à l'heure, avec Bitcoin, tout le monde peut
peut entrer, tout le monde peut sortir. Ça fait combien de personnes qui sont sur le réseau Bitcoin, donc celui avec le grand B à peu près? Aucune idée. Je sais qu'il y a à peu près 10 000 nœuds qui tournent en permanence. Ouais. Donc 10 000 ordinateurs qui tournent en permanence dessus. Donc ça fait pas mal ça fait pas mal quand même. En termes d'utilisateurs, je ne sais pas. J'ai lu de mémoire entre 100 000 et 1 million. Ah oui, quand même. Pas seulement. C'est encore très niche. Hein. Ouais, mais si ça fait plusieurs centaines de millions, de milliers de personnes déjà, c'est mine de rien, c'est pas Ah oui, ça, pas tout est relatif. faudrait regarder. Tiens, et par exemple, tu disais tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Donc si par exemple moi, qu'est-ce qui se passe? Je rentre sur le réseau Bitcoin et je décide de modifier des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur mon changement du coup. Ah bah, si tu changes des choses au niveau de ton code et que tu commences à le faire tourner, il va. Ça dépend ce que tu changes, mais logiquement, tu vas. Soit toi, tu vas refuser les changements enfin, les non-changements qu'il y a eu ailleurs, et du coup, bah, tu vas faire ton truc dans ton coin. Soit, non, en fait, c'est ça, c'est le seul truc qui va se passer. Ton programme, il va se faire rejeter par les autres et il va faire ses trucs dans son coin, du coup. D'accord, c'est ce qu'on appelle une fourche. Ça, c'est ça. C'est ce qui s'appelle un fork, une fourche en français. Donc, sur l'enchaînement des blocs, donc, tu vas avoir un endroit où bah, il y a deux blocs qui seront à la même hauteur, donc qui vont suivre le même bloc, mais ce ne seront pas les mêmes. Du coup, bah, il y aura deux chaînes. Ouais, vraiment comme une fourche. Normalement, bah, il y en a qu'une. Hein, dans le réseau Bitcoin, ça arrive ce genre de choses quand deux utilisateurs, deux mineurs proposent deux blocs différents. Les deux sont considérés comme valides jusqu'à ce qu'il y en ait un qui abandonne finalement. Parce qu'ensuite, quand il y en a deux, bah, faut en remplir les deux, remplir les deux, remplir les deux. Et c'est pas tenable de faire ça. Enfin, ça n'arrive jamais en fait. Ça ne peut pas arriver. Il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Parce qu'il y a plus de mineurs qui vont miner d'un côté que de l'autre. Et donc à la fin, tu as forcément une chaîne qui devient plus longue que l'autre. Alors ouais, tu parlais de mineurs justement, parce que pour la plupart des gens, tu dis mineur, ça va être un mec avec sa pioche et son casque qui va... C'est une image malheureuse qui, à mon avis, fait beaucoup de mal dans la vulgarisation parce que c'est très mal compris, même par beaucoup de gens qui vulgarisent, notamment des Français. Il y en a. Enfin, beaucoup de gens se trompent sur comment ça fonctionne, le comprennent mal. Donc un mineur, c'est tout simplement c'est un utilisateur du réseau, donc un ordinateur qui lui ne se contente pas de regarder de regarder les transactions qui passent et les blocs qui passent et de les ajouter dans sa propre chaîne, de les ajouter dans sa mémoire. Il va aussi proposer des blocs. Donc, Bitcoin, comment ça marche en fait? On aurait peut-être dû commencer par là. C'est les nœuds du réseau qui relaient les transactions qui sont faites par les utilisateurs. Souvent, les utilisateurs ont leur propre nœud, mais c'est pas. Non, plus souvent, ils ne les ont pas d'ailleurs. C'est plutôt des services tiers qui les font tourner, tout ça. Et donc, quand un utilisateur émet une transaction, le nœud le transmet à tous les autres nœuds. Alors, il ne transmet pas aux 10 000, il transmet à la dizaine qu'il a à proximité de lui, et la transaction est passée de pair à pair, elle se transmet de nœud en nœud comme ça. Et c'est pareil pour les blocs. Les blocs, ils sont émis, ils se transmettent de pair à pair dans le réseau. Donc un nœud normal, il va juste les regarder passer et les acquitter. Il va dire, ouais, ok, bon, cette transaction-là, je l'ai vue, ce bloc-là, je l'ai vu, donc ça s'arrête là pour les trois quarts, enfin les trois quarts, pour quasiment tous les nœuds du réseau. Mais il y en a quelques-uns qui émettent les blocs. Donc, c'est-à-dire que eux, ils groupent les transactions qui sont en attente, qui ne sont pas dans un bloc,
ils les mettent dans un bloc et ils proposent leur bloc. D'accord. En échange de quoi ils sont récompensés en Bitcoin. Donc on a le droit, donc les règles sont les suivantes. Pour émettre un bloc, tu as le droit de te mettre la récompense de bloc à une adresse de ton choix. Ça, c'est la première transaction du bloc, c'est la récompense que tu t'attribues. D'accord. Et Et constitué d'un montant fixe de Bitcoin plus la somme des frais des transactions qu'il y a dans le bloc. Et ça doit répondre à une certaine difficulté, c'est-à-dire que tu dois avoir résolu un problème avec une difficulté ajustée pour que ce bloc soit considéré comme valide. Et cette c'est-à-dire, difficulté est fonction de la vitesse d'émission des blocs d'avant et de la difficulté des blocs d'avant. Donc en gros, plus ça a été, plus on s'éloigne de 10 minutes. Donc il faut que les blocs, on veut qu'ils soient émis à peu près 10 minutes d'intervalle. Donc pour ça, on regarde l'historique des blocs. Je crois que c'est je sais plus, je vais dire une bêtise, mais c'est peut-être les 1000 blocs d'avant. Et si la moyenne, c'est en dessous de 10 minutes, on va augmenter la difficulté. Si c'est en dessous, si c'est au-dessus, on va la baisser. Pour que le bloc soit compliqué à produire. d'accord. Et le problème à résoudre, si j'ai bien compris, en fait, c'est un chiffre à trouver, mais d'après des opérations. Alors c'est un hash. C'est un hash. Il faut hasher les données du bloc, donc qui sont les transactions, plus l'entête du bloc, donc qui contient des informations qui ne sont pas des transactions, notamment le hash du bloc d'avant, puis d'autres choses, je ne sais plus, ça aurait pu dire lesquelles, mais et il y a un petit champ libre dans l'entête à faire varier pour faire varier le hash, pour faire varier le résultat de l'opération. D'accord. Et la difficulté, c'est de trouver un hash qui commence par un certain nombre de zéros. Et comme on peut passer des données au hash, mais pas du hash vers la donnée, tu es obligé en fait d'essayer plein de combinaisons pour trouver la solution. Et on en arrive à une question concrète, parce que faire tourner, enfin, en gros, les ordinateurs tournent pour trouver la bonne combinaison, quoi. C'est un peu comme la combinaison finalement C'est des mineurs, oui. d'un coffre. Mais sauf que ça consomme énormément d'énergie. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour la défense du Bitcoin là-dessus? Il faut que je prenne l'appel, je suis désolé. Pas de problème. Allô? Oui, bonjour. Là, oh, t'aurais pu laisser, hein. Comment est-ce qu'on envoie chier un RH? Ouais, donc on fera un petit montage de toute façon pour enlever la chose. Donc